voilà à quoi j'en suis réduit à cause de ces foutus droits d'auteur. C'était une vidéo qui commence déjà un petit peu what the fuck, mais de toute façon c'est à l'image du film, complètement fou ce film. C'est un film où il y a des lapins cannibales, un film avec des putes qui ont des fusils en guise de jambes, et un film dans lequel les chevaux galopent plus vite que les trains lancés à toute vapeur. Il s'agit de Lone Ranger, un film sorti en 2013 de Gore Verbinski, adapté d'une série TV sortie entre 1949 et 1957, elle-même adaptée d'une série radiophonique des années 30. C'est un film avec Armie Hammer, Johnny Depp et la dispensable Helena Bonham Carter. Il a coûté 220 millions de dollars et il en a rapporté pour l'instant 160. Il a un beau four et il n'avait pas eu de bonnes critiques. Donc c'est vraiment mal barré pour ce film. Il dure 2h30 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Un homme, John Reed, avec son fidèle ami indien, Tonto, vont s'élever contre l'injustice et la corruption dans un monde de brut, un monde de western. C'est un film qui a coûté très cher pour un western. C'est quand même un petit peu abusé, plus de 200 millions de dollars. Alors du coup, ils ont revu le scénario et eu des économies sur les effets spéciaux. Mais c'est trop cher pour un western aujourd'hui. Aujourd'hui, le western, c'est en fait plus qu'un effet de style, un exercice pour les réalisateurs. Mais il faut pas penser faire un blockbuster avec. Les derniers blockbusters de western, ils se sont vautrés. Cowboy contre Alien, ou encore si on remonte un petit peu, Wild Wild West. Et ils auraient pu faire des économies, en commençant par Helena Bonham Carter qui sert à rien dans le film. À rien! Juste pour ajouter de l'argent. Ouais, pour donner un côté un peu glamour, un peu féminin. Elle est dans 2 scènes uniquement dans le film. Ça aurait enlevé du budget et de la durée au film, donc que du bon. Je suis sûr qu'il y a quelques trucs qui auraient pu être enlevés pour qu'on puisse passer sous la barre des 200 millions, parce que c'est trop cher, ça nuit au film en général. Il paraît en plus qu'il y a eu plein de problèmes au tournage, il y a eu un mort également, c'est quand même assez spécial quoi. Et voilà, des films avant n'avaient pas marché, aussi comme John Carter, et ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, mais ce n'a pas été le cas. Alors qu'est-ce que c'est que ce film? On nous raconte une histoire. Ça commence dans une fête foraine où il y a un petit garçon qui écoute un très vieil indien, un petit peu fou d'ailleurs sur les bords, en train de raconter une histoire sur justement la légende du Lone Ranger, avec des fois au milieu de la fiction des arrêts et des retours au présent, pour donner un effet de distanciation que nous avions déjà eu dans le film précédent de Gore Verbinski, c'est-à-dire Rango. Par cet effet-là, la légende, j'ai l'impression, sort du cadre, comme on a l'Indien qui est emprisonné dans une espèce de vitrine de musée, qui sort du cadre pour prendre des choses et donner des choses. Ces retours dans le présent permettent également une ellipse facile pour des voyages, des choses comme ça. Mais le film fait quand même 2h30 et c'est très long. Mais je trouve qu'on ne s'ennuie pas souvent. Bon, il y a toujours plein d'incohérences, mais du fait que c'est une histoire racontée par un centenaire, on peut se dire qu'il y a une exagération et une approximation quant au récit du personnage. Bien sûr, là, je trouve une excuse au film, mais c'est avant tout une histoire pour les enfants. Ça marche assez bien. C'est des fois un petit peu mal équilibré. Il y a des problèmes de rythme entre les scènes violentes et les scènes comiques. L'alternance peut être un petit peu déroutante. Et pourtant, chaque scène est très bien faite. Il y a une chose dans cette histoire qui est complètement loufoque, c'est l'objet de toutes les intentions. On le voit dans les bandes annonces. Attention, un train pour conquérir le monde, un train, je veux dire un train. Voilà. Oui, si on a le train, les empereurs et les rois ne seront plus que poussière et tout ça. Un train. Voilà, je trouve que c'est un peu con de présenter le train comme une espèce de monstre et le truc inarrêtable et tout ça, enfin, alors que c'est juste un train quoi. Ouais, il y a une espèce d'exagération, mais c'est en même temps à replacer, je pense, dans un contexte post-moderne, puisqu'aujourd'hui les hommes ne sont plus effrayants, ce sont les machines qui sont effrayantes, et donc dans un contexte métallique des années 2000, l'homme contre la machine, comme on l'avait vu justement dans Wild Wild West, et dans Cowboy contre Alien, des machines sont présentes. Donc finalement, c'est intelligent ce qu'ils ont fait, mais par rapport au contexte, c'est un petit peu ridicule. Mais c'est cohérent, faut leur laisser ça. En ce qui concerne les personnages, Lone Ranger, donc le héros du film, c'est une figure importante de la culture américaine, mais
il n'était pas trop présent ces derniers temps. Ce qui peut expliquer la vilaine claque que se prend le film. Mais le problème, c'est que ce dernier n'arrête pas de le démystifier. On le rend un peu fade. Plus comique qu'héroïque en fait, c'est ça. Et finalement, cette histoire de vengeance, puisque John Reed perd son frère, bah on s'en fout un petit peu qu'il se venge ou non. Et ça, c'est bien gênant. C'est aussi alarmant qu'intéressant en fait. C'est que le film s'appelle The Lone Ranger. The Lone Ranger quoi. Mais en fait, il aurait dû s'appeler The Last Comanche. Parce que les deux acteurs se battent pour être sur le devant de la scène. Et le Ranger, il n'arrête pas de faire des conneries. Il y a de la dédramatisation à gogo dans ce film-là. Mais le duo marche bien dans la tradition des buddy movies. Mais je pense qu'ils auraient pu en faire un tout petit peu plus par rapport au script qui est très standard. Si on regarde un peu certaines affiches, on se rend compte que, par exemple dans celle-ci, Johnny Depp est en entier et l'acteur Hammer, eh bien il est un peu rogné sur le côté. Ou encore celle-ci, avec Bonham Carter, qui s'invite alors qu'elle ne sert à rien. On a The Lone Ranger, qui aurait dû être devant, mais c'est Tonto qui est devant. Donc Tonto est aussi, voire même plus important que le personnage principal du film. Ça pose un problème, mais le personnage en lui-même est bien incarné. Ça fait un peu Jack Sparrow. Mais il n'est pas aussi maniéré que le pirate. Bien sûr, c'est un Indien. Mais il a un côté un peu Buster Keatonien. Et il joue aussi comme Jack Sparrow sur une gestuelle, la façon dont il bouge la tête. Mais il parle peu. Et quand il parle, c'est très important. Je parle de Tonto, mais il y a d'autres Indiens aussi. Il y a un discours d'ailleurs sur les Indiens, on critique l'impérialisme blanc, anglo-saxon protestant. Mais pas durement ni profondément dans ce film-là. Mais ici, l'Indien n'est pas un faire-valoir. Il a une réelle importance. En tout cas, ici, Tonto a plus d'importance que le héros même. Parce qu'il n'arrête pas de sauver Reed, en fait, Tonto. Ce qui est assez perturbant en fait. Donc le héros, il est un peu invincible en quelque sorte, et on le dit même dans le film qu'il ne peut pas être tué. Donc en fait, c'est Superman le mec. Donc la notion de suspense en prend un petit peu un coup. Et il y a un dernier truc qui est vachement bien avec l'Indien, c'est qu'il n'arrête pas de faire du troc. C'est super amusant, et même dans les situations les plus improbables, il continue à faire du troc. Et ça, c'est très amusant à regarder. La mise en scène, elle est impeccable, dans la pure tradition des blockbusters, mais standard. Mais standard, très standard. Puisque nous avons affaire à la production, à Jerry Bruckheimer, qui est un grand producteur de films d'action. J'ai presque envie de dire qu'il est victime de son budget en fait. Les scènes d'action sont agréables, ça sent la maîtrise. Il y a une maîtrise dans les scènes d'action. Les deux scènes avec les trains, la première au début du film et la dernière à la fin du film, elles sont vraiment très bien. Elles sont très what the fuck, mais elles sont très bien. Je dirais que le film passe un petit peu à côté du spectacle jouissif qu'a été Pirates des Caraïbes, sauf le 4e Pirates des Caraïbes. Le 4e était tout pourri. Mais par rapport aux autres, il était à deux doigts, mais en fait non. Les moments de dramatisation justement sont noyés dans de la dédramatisation comique. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand ça arrive, c'est pas mal. Le film fonctionne, mais peut-être pas exactement autant que je l'aurais souhaité. C'est une production qui fait un petit peu penser à Pirates des Caraïbes au western, avec pas mal de références, mais pas seulement à ces films-là, également au western, avec des titres comme The Little Big Man, Il était une fois dans l'Ouest. On s'amuse avec l'imagerie. En fait, j'ai l'impression que Verbinski, il est un peu comme Michael Bay ou Zack Snyder. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup la technique pour créer. C'est un techno-créatif, voilà. Ce film est très technique. Mais c'est vraiment une technique super impressionnante. C'est très beau. Il y a des trucs complètement fous. Par exemple, il y a un moment des lapins et des scorpions. Je vous dis pas qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment bien les scènes où ils apparaissent. On n'est pas du tout dans le réalisme là. Il faut surtout pas penser que c'est réaliste ce truc là. Verbinski se fait plaisir avec des scènes qui n'ont aucun sens. Une mise en scène qui a beaucoup d'effets. Et il y a quand même quelques moments de suspension qu'on peut avoir aussi dans son cinéma. Je pense à la séquence du rêve dans le 3e Pirate des Caraïbes. Et bien ici on a aussi des équivalences. On a une production design qui est très bonne. Toujours impressionnante. Il y a beaucoup de blockbusters qui ont des productions design qui sont très bonnes. Là ici également. Ils ont tourné en milieu naturel. Ça se sent. Il y a de très beaux paysages. Il y a très beaux costumes. Il y a beaucoup d'humour. Alors au niveau de la musique, Hans Zimmer qui a fait la musique, bah, il est complètement invisible. Mais The Invisible Man, c'est le cas de le dire. Je crois qu'il peut retourner dans son salon, le Zimmer. Alors Guillaume Tell,
Guillaume Tell. L'ouverture, c'était censé être la référence à la série radiophonique qui s'ouvrait avec le thème de l'ouverture. Ça marche très très bien, mais bien sûr qui évoque plus chez nous, Européens, Kubrick, avec la scène de sexe accélérée, que cette série radiophonique. Donc c'est assez étrange, et à la fin, lors du combat final dans le train, toute cette scène du train, il y a une overdose de cette musique. C'est pas agréable du tout pour le coup. Pour terminer, alors, ce film, c'est un blockbuster qui se regarde très très bien, sans prétention, aucune prétention par rapport à Pacific Rim, qui se veut machin truc, hein. C'est divertissant, je vous conseille d'y aller, vous passerez un bon moment, mais c'est un blockbuster. J'espère que vous avez compris ce message, c'est un blockbuster, c'est-à-dire un film standard qui ne pète pas plus haut que son cul. En fait, je vais tenir exactement le même discours que dans ma critique de Armageddon. Il faut pas attendre quoi que ce soit de ce film. Il faut attendre en fait de ce film des sensations, de l'adrénaline un petit peu et du spectacle qui nous fait évader un bref instant. C'est ça un blockbuster. Je veux dire, il y a des gens mais qui s'insurgent contre le fait que les blockbusters n'ont pas de bon scénario et tout ça, mais les blockbusters ne sont pas là pour avoir un bon scénario. On demande aux blockbusters de nous divertir et ce film, il m'a diverti. C'est un film pour toute la famille, enfin pas tout à fait, il est quand même Peggy 13, mais il y a quand même un côté quand même pour la famille. Moi je lui mettrais 14 sur 20. Moi j'ai été diverti, en tout cas plus qu'avec Pacific Rim, ça c'est sûr. Voilà, j'ai terminé ma critique. N'hésitez pas à poster des commentaires sur le film. Est-ce que vous avez été diverti? Pourquoi? Oui, non? Voilà, moi j'aimerais bien discuter avec vous à propos de ce film. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, si le contenu de la chaîne vous intéresse. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques et pour de nouvelles analyses. Allez, salut!